En ce qui concerne la taphonomie, vous savez que c'est Efremov qui, en 1940, a proposé le terme et a développé ce concept, terme qui ensuite a été, dont la communauté des préhistoriens s'est approprié, ce terme, pour désigner l'étude de tous les phénomènes qui affectent non seulement les restes organiques, phoniques, mais aussi lithiques. Et puis, un peu plus tard, en 2010, avec certains collègues, nous avons proposé d'utiliser ce terme de taphonomie en l'appliquant un vestige un peu particulier, ce sont les représentations pariétales. Et ma foi, ça finit par bien passer dans le langage courant. Et en tout cas, en France, on parle de taphonomie de la paroi ornée. Alors, depuis la découverte et l'identification, l'authentification de ces représentations pariétales paléolithiques, jusqu'à aujourd'hui, finalement, la géoarchéologie et la taphonomie, c'est quelque chose qui a émergé progressivement, après un peu plus d'un siècle quand même d'études de l'art pariétal. Alors bien sûr, il y a de nombreux chercheurs qui ont pensé, réfléchi, fait des travaux, mais je voudrais quand même citer quelques-uns d'entre eux. Par exemple, Michel Laure-Blanchet, donc, qui a étudié les grottes ornées du Quercy, a publié dans Gallia Préhistoire un article sur la grotte de Sainte-Eulalie à Espagnac, dans le Lot, et où il a fait un travail en collaboration avec Philippe Renaud sur la relation, ce dialogue entre parois, caractéristiques de la paroi et représentation pariétale. Philippe Renaud est un karstologue, en fait. Ce n'est pas un archéologue. Il n'est pas archéologue, il est karstologue, très connu dans la communauté des karstologues. C'est le père de la karstologie moderne. Philippe Renaud va travailler dans différentes cavités avec Michel Laure-Blanchet, avec d'autres chercheurs, Nuot, il y a aussi Pechmerle, etc. Va travailler sur cette question de la paroi et du dialogue de la paroi avec les œuvres pariétales et aussi sur les mécanismes taphonomiques. Et il va publier en 1989, dans ce colloque qui a eu lieu donc, en Dordogne, l'art pariétal paléolithique, un article qui est intéressant parce que cet article pose les fondements même de la réflexion, de la démarche, qu'il n'appelle pas géoarchéologie et taphonomie, mais les idées sont là et finalement aujourd'hui on continue à creuser le sillon qu'il a contribué à ouvrir. Philippe Renaud est mort en 2001. Alors, il y a un autre chercheur qui a été important dans cette immersion de ces questions géoarchéologiques et taphonomiques. Il s'agit de Norbert Ochoula, qui a toujours intégré l'espace physique dans sa réflexion sur l'art pariétal. Grotte ornée, il y a l'ornementation, mais il y a aussi la grotte. Et lui, il a intégré ça à différentes échelles, à l'échelle régionale, à l'échelle de la grotte, des différentes parties de la grotte, de la paroi, etc. Donc, c'est aussi quelqu'un qui, parmi la communauté des spécialistes de l'art pariétal, a contribué au développement de la géoarchéologie et la taphonomie. Et puis, il y a les découvertes de la grotte Cosquer en 1985. Cavité difficile d'accès, vous le savez, il y a 37 mètres de plongée en mer, 150 mètres de conduit en plongée spéléologique avec du courant. Donc, il faut des spécialistes, des scientifiques qui aient un très bon niveau en plongée pour pouvoir faire cette étude. Jacques Collina-Girard en fait partie. Jacques Collina-Girard, c'est un spécialiste, un préhistorien, spécialiste de la géologie du Quaternaire, et il va faire finalement la première étude géoarchéologique d'une grotte ornée un peu poussée. Et j'ai affiché ici en bas un certain nombre de thématiques qu'il a abordées. La grotte, dans son contexte géologique karstique, le rôle de la fracturation sur les développements de la cavité, bon ça c'est très classique en karst, l'identification d'une phase tectonique entre les deux périodes de fréquentation humaine de la grotte, qui se traduit par des concrétions qui sont ici brisées, donc une néotectonique, et il va jusqu'à proposer que cette néotectonique soit à l'origine de l'abandon momentané de la fréquentation dans la grotte. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'ennoiement de la cavité qui s'est déroulé à la fin de la dernière glaciation en relation avec la hausse du niveau marin.
Donc, une datation par carbone 14 de concrétion située à l'entrée de la grotte qui permet de fixer le moment où l'entrée est noyée au début de l'Holocène. Alors, le développement des recherches dans la grotte Cosquer va être limité par ces contraintes d'accès. Mais tout cet élan va se poursuivre avec à peu près une dizaine d'années plus tard, la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc en 1994. Et à ce moment-là, dès ce moment-là, Jean-Claude, responsable, directeur, enfin, qui dirige l'équipe scientifique, constitue une équipe interdisciplinaire. Vous avez ici, au-delà bien sûr des géosciences, vous avez ici les principaux chercheurs qui sont intervenus dans le domaine de la géarchéologie et l'archéométrie et de la karstologie. Alors, Chauvet, finalement, va permettre un grand développement de ces questions de géoarchéologie et taphonomie. Pourquoi? C'est une grotte qui s'y prête, parce qu'elle est facile d'accès. On peut y travailler, même s'il y a des contraintes de conservation. Elle est conservée exceptionnellement au niveau des parois et surtout, elle arrive au moment où la communauté scientifique est mûre. Tous les travaux précédents ont préparé les équipes à faire le travail qu'ils ont fait dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Il faut quand même rendre hommage à nos prédécesseurs. Voilà, alors après cet historique, qui me semble important quand même d'avoir un peu la vision de ce que c'est que la géoarchéologie et la taphonomie dans les grottes, c'est quand même relativement, vous voyez, récent, c'est jeune en fait. Cette diapositive, où j'ai essayé de replacer les géosciences dans l'étude d'une grotte ornée. Alors la ligne du haut, c'est le temps, depuis le début de la karstogénèse jusqu'à aujourd'hui. Et tout au long de ce temps, la grotte évolue. Il se passe des événements dans la partie profonde des grottes qui vont changer, modifier cette grotte. C'est vrai que le milieu souterrain est très stable, mais quand même, il s'y passe des choses. Alors, il y a des érosions, il y a des sédimentations, il y a des concrétionnements, il y a des recreusements, etc. Toute une histoire qui est complexe. Et ça se passe tout au long de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, et ça continue d'ailleurs, bien sûr, ça continuera dans le futur. Alors, j'ai essayé de subdiviser ce temps en 4 moments importants qui sont ici, avec les questions qui se posent et disons, les grands champs disciplinaires qui étudient ces questions. Le premier moment, c'est le moment de la formation de la grotte. La grotte se forme et bien sûr, la question qui se pose, c'est d'essayer de restituer les grandes étapes de la karstogénèse. Quand et comment la grotte se forme. Et ça, c'est du domaine de nos collègues qui sont karstologues. C'est de la karstologie. Oups. J'ai appuyé par erreur sur une touche, excusez-moi. Ensuite, le second moment, c'est celui de la présence humaine dans la cavité. À ce moment-là, se pose la question, notamment, de l'aspect de la grotte au moment où les hommes préhistoriques y entrent. On verra que ça se décline à plusieurs échelles. Alors ça, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que après la présence humaine, la grotte continue d'évoluer. Il va y avoir des changements. Donc, nous devons remonter le temps pour retrouver la grotte telle qu'elle a été connue par les hommes préhistoriques. Et en même temps, cet aspect-là, il est dépendant de toute l'histoire antérieure de la cavité. Et puis, on sait aussi que l'homme a pratiqué d'autres activités dans les grottes que l'art, et les géosciences peuvent contribuer à mieux les comprendre. Troisième moment, c'est le moment qui est compris entre l'abandon de la cavité par les hommes préhistoriques et la découverte de la grotte à l'époque moderne. Pendant toute cette période, il y a un certain nombre de mécanismes, de processus qui vont intervenir et qui peuvent dégrader les œuvres plus ou moins complètement. C'est pour ça que ce sont des processus taphonomiques. On essaye de les comprendre, on essaye de les identifier. Et puis, il y a une question qui est très importante pour certaines grottes, pas pour toutes, mais pour certaines grottes, c'est celle du comblement de l'entrée. On essaye de comprendre quand et comment, et surtout quand aussi, ça c'est très important, la grotte devient inaccessible pour l'homme. Le dernier moment, il débute à la découverte de la grotte à l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui. Les processus naturels taphonomiques se poursuivent, bien évidemment, mais il s'y ajoute
et on l'a vu avec le cas de ce qui s'est passé avec la découverte de Lascaux, s'y ajoutent des impacts anthropiques, parce qu'on modifie l'entrée, parce qu'il y a une surfréquentation touristique de la cavité. Alors, il est facile, enfin relativement facile, d'agir sur les causes anthropiques des processus taphoniques. C'est plus compliqué pour les processus naturels, et on sait que les modifications du climat, le climat qui se modifie aujourd'hui en surface, va avoir un impact sur le fonctionnement du climat souterrain. Il est donc important de se poser la question de comment on va pouvoir protéger et transmettre ce patrimoine exceptionnel pour l'avenir, et ça, c'est le domaine de la conservation. Alors, je vais ensuite poursuivre l'exposé avec des exemples précis, mais qui vont porter seulement sur ce domaine de l'archéologie dans lequel la géoarchéologie et la taphonomie interviennent. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la présence humaine dans la grotte. Ce moment de la présence humaine dans la grotte se pose donc la question de l'aspect de la cavité au moment de cette fréquentation. Et ceci, on peut l'aborder à plusieurs échelles. Si on se place à l'échelle de la grotte, peut se poser la question de l'accessibilité des différentes parties de la grotte. Est-ce que la grotte était accessible dans toutes ses parties au Paléolithique? C'est une question qui s'est posée. C'est une question qui s'est posée pour la grotte Chauvet. Vous avez ici la topographie, l'entrée paléolithique se trouve là, et c'est une grotte où on a une répartition de la coloration des pigments utilisés. Dans la première partie, on a surtout des pigments rouges, de l'ocre rouge. Surtout, il y a du noir, mais surtout du rouge. Ensuite, on passe un passage étroit que l'on appelle le seuil. Vous voyez ici, c'est étroit. Vous avez là, je suis désolée là, vous voyez le personnage qui vous donne l'échelle. Et dans la seconde partie, on a essentiellement des dessins noirs au charbon de bois qui sont réalisés. Donc la question, c'était est-ce que cette répartition de la couleur des pigments dépend d'une ouverture plus tardive, à un moment du Paléolithique, de la seconde partie de la grotte. Alors, on a pu démontrer que, en fait, la morphologie était acquise au moment de la présentation humaine. On a des arguments géologiques, on a les données archéologiques. Les arguments géologiques, c'est le sol, ici, on a une coupe du seuil, là, le sol qui est constitué par des spéléothèmes qui sont extrêmement anciens, creusés par des marmites qui ont été produites par une rivière souterraine qui circulait dans la cavité au moment à l'extérieur, les vallées avaient un fond qui était beaucoup plus haut. Donc ça, c'est très antérieur, c'est même antérieur au quaternaire, très probablement, très antérieur à l'occupation humaine. Et effectivement, on a les ossements humains, ici, les petits points, qui reposent sur ces concrétions, et on a des taches ocrées au plafond. Donc, il faut chercher, la morphologie de ce seuil était acquise dès l'Aurignacien, et il faut chercher ailleurs la réponse à cette question, pourquoi cette différence entre la première partie et la seconde partie de la grotte du point de vue des pigments. Alors, on peut aussi s'intéresser à l'aspect de la cavité, mais à l'échelle de la paroi. Alors, je vais vous montrer avec l'exemple de Chauvet, que l'histoire antérieure de la grotte détermine les caractéristiques des surfaces que les hommes préhistoriques vont découvrir avant de faire leurs œuvres. Alors, on est ici à l'entrée de la galerie des mégacéros. Vous avez deux panneaux de part et d'autre, le panneau du mégacéros ici et le panneau du rhinocéros là. Dans l'environnement de ces deux panneaux, on voit des formes et des couleurs très différentes. Ces formes, ces couleurs, elles sont héritées d'une part de la karstogénèse et d'autre part d'une diagénèse qui est venue se superposer. La karstogénèse, elle est responsable des formes de dissolution. Par exemple, dissolution ici sur une diaclase, d'où la forme en triangle, en ogive, de la galerie. La dissolution est responsable des coupoles et des formes, des coupoles ici au plafond et des formes qu'on voit sur les parois. Cette karstogénèse, elle explique aussi la présence de différents types de sédiments sur les parois, des limons argileux rougeâtres, un film ici plutôt de couleur orangée, et puis il y a des très vieux spéléothèmes de couleur rougeâtre le plus souvent.
Donc tout ça est hérité de la spéléogénèse. Puis, plus tard, au Quaternaire, au cours du Quaternaire, il y a une diagénèse qui est due à la présence de chiroptères, de chauves-souris dans la grotte. Cette altération, cette diagénèse se traduit par la précipitation de minéraux de phosphate, de l'apatite hydroxyle, le cophosphite, etc. Et ce sont eux qui donnent les colorations grises sur le calcaire, sur les sédiments et sur les spéléothèmes. Donc, ici, toute cette morphologie, toute cette diversité de couleurs que l'on voit sur les parois est héritée de la karstogénèse. Alors maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin et s'intéresser à cette relation entre caractéristiques de la paroi et choix des secteurs ornés, choix des techniques utilisées par les paléolithiques. Il y a un lien. On va le voir, j'ai choisi de vous présenter le travail qu'on a fait dans la grotte de Cussac. Alors, en fait, Cussac, probablement vous connaissez la grotte de Cussac. Cussac, c'est essentiellement de la gravure. Il y a très peu de pigments, très peu de représentations, très peu de choses faites avec du pigment. C'est surtout la gravure. Et Norbert Uljula disait que c'était une gravure monumentale, c'est-à-dire qu'il y a des grands panneaux et il y a des entités graphiques, des animaux qui sont représentés à l'échelle 1. Alors, vous avez ici l'exemple du grand. Vous avez ici l'échelle du grand panneau sur lequel est dessiné un bison, gravé un bison qui est à l'échelle 1, c'est-à-dire que le bison il est aussi grand que en réalité. Alors, en fait, les hommes préhistoriques n'ont fait qu'exploiter des caractéristiques qui étaient proposées par la grotte. Alors, c'est dû à ces vastes surfaces sur lesquelles ils ont pu faire les grands panneaux, résulte de la présence de bancs de calcaire gréseux qui ont des épaisseurs métriques ou plurimétriques, et ensuite la karstogénèse a pu, dans ces bancs très homogènes, creuser ces surfaces obliques ou horizontales sur lesquelles ils ont dessiné les panneaux et les grands animaux. En dessous, sur la photo, vous devinez que les bancs sont plus petits, d'épaisseur plus faible, et dans ces cas-là, eh bien, on a des entités graphiques qui sont uniques, peu nombreuses et de petite taille. Donc, il y a une contrainte, enfin, il y a une exploitation plutôt de la lithologie. Alors, évidemment, ces grands panneaux, ces grandes représentations contribuent à la lisibilité des œuvres et à leur visibilité. Alors, maintenant, pourquoi le choix de la gravure? Si on s'intéresse aux caractéristiques de la surface, on va comprendre pourquoi. Alors, avec mon collègue, notamment Stéphane Koenig, on a fait cette étude-là. On a pu récupérer un fragment de paroi tombé au sol, pas tapé sur la paroi, je vous rassure. Et là, c'est intéressant quand on le regarde au microscope. On s'aperçoit ici, sur cette coupe, voyez l'échelle, 5 mm, qu'en fait, on a la surface de la paroi est ici, on a en haut, on a sur quelques millimètres une roche qui est beaucoup plus poreuse que la partie interne. Et c'est dans cette partie plus poreuse, plus tendre, que la gravure a été réalisée. Si on regarde le calcaire au microscope, on s'aperçoit, avec un microscope polarisant, on s'aperçoit que cette porosité, elle est due à une altération, à une dissolution du ciment calcitique de la roche. Donc, en fait, vous voyez que, c'est terrible ça, mais vous voyez que, en fait, ici, on a une surface qui est extrêmement fragile, donc très certainement, on a là un support qui est beaucoup plus favorable à la gravure qu'à l'application de pigments. Alors, ce que vous voyez aussi sur cette photo du panneau de la découverte, c'est la différence de coloration entre le fond du trait et la surface de la roche. Alors, cela s'explique très bien. En fait, lorsqu'il y a la gravure, le trait atteint en profondeur le calcaire qui n'est pas altéré. Et lui, il a une coloration claire. En surface, la paroi a une coloration, on peut le voir sur la photo, beaucoup plus orangée. Pourquoi? Parce que, et c'est visible ici sur cette photo de la mince, le départ de la calcite, la dissolution de la calcite par altération, concentre les hydroxydes de fer qui sont de couleur foncée et qui sont indiqués par les flèches sur la photo ici. Ce qui donne cette coloration un peu plus orangée à la surface. Une patine, si vous voulez, de la surface de la roche.
Donc, tous ces éléments-là, une lithologie qui offre des grandes surfaces, une surface propice à la gravure, un phénomène d'altération qui va contribuer à ce contraste de couleurs, tout ça donne une visibilité, une lisibilité des œuvres dans Cussac qui est assez extraordinaire. Alors, toujours pour la question de la présence de l'homme, du temps de présence de l'homme dans la grotte, mais pour illustrer les autres activités pratiquées autres que l'art, j'ai choisi de vous parler des feux qui ont été réalisés dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Alors, ces feux qui ont été effectués à l'Aurignacien, ont des conséquences, les conséquences de ces feux sont visibles sur les parois. Alors, d'une part, parce qu'on a des colorations rougeâtres de la rubéfaction, qui est due à la transformation des hydroxydes contenus dans le calcaire, la goethite, en oxyde de fer de type hématite à partir de 950 degrés. On en a un exemple ici. Et puis, des colorations grises, on le sait par des essais en four au laboratoire, qui sont acquises à partir de 400 degrés. On a également un écaillage, ici, des surfaces écaillées. Vous voyez une écaille en cours de détachement. Et puis, également, on a des dépôts de suie, ce sont les petits liserés noirs. Voilà la répartition de ces marques thermiques à l'intérieur de la cavité, indiquées donc par les aplats roses, dans le secteur de l'entrée et aussi énormément dans la galerie des mégacéroses. C'est de cette galerie dont nous allons maintenant parler. Alors, ce sont des faits importants parce que, pourquoi? Parce que les surfaces impactées font plusieurs mètres carrés et parce qu'on a parfois des températures atteinte de 400 degrés sur des plafonds qui sont à 2 mètres, 2,50 mètres de hauteur. Donc, pour mieux comprendre ce qu'étaient ces feux et comprendre les contraintes aussi dans le milieu souterrain généré par ces feux, nous avons engagé un programme d'expérimentation de feu en domaine souterrain dans une carrière située près de Bordeaux. Vous avez là l'entrée de la carrière, le 3D et puis une photo de l'intérieur. L'objectif de ces expérimentations, c'était de répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la puissance des feux qui peuvent impacter à 400 degrés des plafonds situés à 2 mètres de hauteur? Quelle est la quantité de combustible? On sait que c'est du pin sylvestre. Quantité de combustible nécessaire. Quelles étaient les températures dégagées par ces foyers? Et aussi les gaz toxiques qui sont le CO et le CO2. Alors, pour répondre à ces questions, on a fait des expérimentations avec une métrologie et des adaptés, mesure avec une balance de la perte de masse du foyer, du feu qui est ici. Vous avez le plan de la carrière. Tout ça permet de calculer la puissance du foyer. La mesure des températures de l'air à différents endroits depuis le feu jusqu'à l'entrée de la carrière avec des thermocouples, la récupération de suie avec des pièges à suie, la mesure des concentrations en CO et CO2 dans l'atmosphère de la carrière à plusieurs endroits, et puis des enregistrements vidéo. Alors, le but aussi de ces expérimentations, c'était de pouvoir faire des simulations numériques de feu dans le modèle 3D de la galerie des mégacéroses. Pour ça, le travail s'est déroulé en 2 étapes. Ça a été le travail de thèse de Fabien Salmon qui a soutenu cette thèse en 2019. La première étape, ça a été d'utiliser les données expérimentales, vous avez ici l'un des feux expérimentaux dans la carrière, pour valider le code numérique utilisé pour les simulations de feu qui seront faites ensuite dans la galerie. Alors, il s'agit du module Firefoam, du logiciel OpenFOAM. Donc, tout ça a été réalisé par Fabien Salmon. Donc, les résultats des expérimentations ont permis de valider ce code. Il a bien vérifié que, en fait, la simulation permettait de reproduire, par exemple, la rubéfaction que l'on a vue réellement à la suite des expérimentations dans la carrière. Dans un deuxième temps, eh bien, il a donc fait des simulations dans la galerie des mégacéros. Vous avez ici l'emplacement de la galerie dans la grotte, le secteur qu'il a étudié, de manière à
apporter des informations qui étaient vraiment importantes pour le préhistorien, l'archéologue. Tout d'abord, l'emplacement des foyers, ce n'était pas si évident que ça de les voir sur le terrain, donc il a pu les préciser, une dizaine de foyers avec un endroit là où il y a une répétition des feux. La quantité de bois nécessaire pour reproduire, pour obtenir les altérations thermiques observées sur le terrain, et la quantité minimale, on est entre des quantités de 10 à 20 kg de bois, vous voyez que ce n'est pas non plus très élevé. Et puis, d'autres questions, comme bien sûr, on est en milieu confiné, comment se déplacent les fumées, quelle était la température à proximité du foyer, qu'est-ce qui se passait avec les gaz toxiques. Donc, par exemple, ici, il y a un exemple de ces simulations où on a représenté avec des couleurs le degré de température et avec le degré de dangerosité lié au rayonnement et à la température. Vous avez ici donc une coupe de la galerie dans le sens longitudinal, l'entrée de la galerie ici, donc la galerie se poursuit dans ce sens. Là, on a la salilaire qui est un grand volume et un des feux, on le sait, a été réalisé proche de l'entrée. Eh bien, la simulation de ce feu, avec le volume de bois correspondant, après 10 minutes, montre que, en fait, il y a un gradient thermique très fort et qu'on pouvait se tenir à proximité du foyer, compte tenu des températures, donc on peut envisager qu'ils aient pu alimenter ces feux. La même chose sur une simulation du dégagement du CO2, toujours le feu est toujours au même endroit, vers la salilaire, et vous voyez qu'on est dans des valeurs en pourcentage de CO2 qui sont inférieures à 1, donc il n'y avait pas de danger véritable, excepté tout à fait ici au niveau du plafond, à se trouver à proximité du foyer. Donc toutes ces données-là, elles ont été extrêmement importantes et elles sont importantes pour discuter de la fonction des feux, qui est un vaste sujet, on pourra en parler si vous voulez. Alors, je voudrais souligner à propos de ces feux qu'en fait, eh bien, ça a été un facteur, un mécanisme taphonomique. Ces feux ont été réalisés pendant la période de fréquentation rhinatienne, entre plusieurs phases de réalisation des desserts, et en fait, ils ont impacté les desserts faits antérieurement. Alors, on est ici sur le panneau du rhinocéros que je vous ai montré tout à l'heure. Paroi gauche à l'entrée des mégacéros, donc vous voyez le petit rhinocéros ici. On a ici un trait qui est en fait le reste d'un mammouth qui a été tracé. Et ensuite, dans une seconde phase, on a un signe en gerbe qui est comme ça, qui est quelque chose qui fait une gerbe avec ça part sur la gauche et sur la droite. Vous voyez ici les impacts thermiques, la coloration grise, c'est les températures les plus chaudes, au-dessus de 400 degrés. La rubéfaction qui arrive sur le côté, entre 250 et 400 degrés. Probablement, ça, ce sont des tâches qui sont à relier avec des suies, mais on n'a pas encore fait d'analyse pour le prouver, c'est une hypothèse. Et au-dessus, on a un écaillage thermique lié à la chauffe de la paroi. Donc, on le voit un peu mieux sur la photo de gauche. Vous voyez le tracé de ce signe en gerbe qui part aussi sur la droite, mais ici, il est incomplet parce qu'il y a eu un écaillage thermique qui est intervenu en raison d'un foyer qui a été réalisé ici à la base de la paroi et qui a impacté toute cette zone. Donc, finalement, les activités humaines préhistoriques, l'homme préhistorique est aussi un agent taphonomique. Alors, pour traiter de la partie de cet intervalle de temps qui se situe après la fréquentation humaine et la découverte à l'époque moderne, pour traiter de cette partie-là et de la question du colmatage de l'entrée, de la façon dont les entrées peuvent devenir inaccessibles à la fréquentation humaine, je vais m'appuyer sur le travail qui a été fait dans la grotte de Cussac. Alors, vous avez ici en bas une coupe de la cavité depuis l'extérieur, le chemin, la grille. Ici, c'est la grille d'entrée qu'on voit sur la photo, elle se trouve là. Et puis ensuite, il y a un conduit qui mène dans la grotte. Cette partie-là, à l'origine, était colmatée par un remplissage qui correspond à un éboulis qui a été alimenté par ce puits, donc alimenté depuis l'extérieur par ce puits. Et toute cette sédimentation est venue colmater la grotte. Donc, au moment de la découverte, Marc Deluc a fait une désobstruction à l'intérieur de cette sédimentation. Donc, toute cette sédimentation, l'histoire du comblement, nous l'avons abordée par l'étude d'un sondage qui a été fait à l'intérieur
voyez l'emplacement ici du sondage et la stratigraphie correspondante. On voit très bien sur la photo cette pente. La photo est prise vers la sortie, c'est-à-dire comme si le photographe était à l'intérieur ici de la grotte et on voit cette pente ici qui est l'un des côtés du cône d'éboulis. Alors, l'étude a été réalisée d'une part par une approche sédimentologique, la granulométrie, la géochimie, la micromorphologie des dépôts, et bien sûr, il faut replacer tout ça dans le temps, donc des datations uranium-thorium. À différents endroits, on a eu la chance de retrouver dans cette séquence en place des spéléothèmes qui nous donnent des jalons chronologiques. Alors, si on décrit un peu cette histoire, je ne vais pas le faire trop dans le détail, mais un petit peu quand même, tout à fait au début, on a à la base des spéléothèmes qui ont été datés à 77 000 ans. Au-dessus, c'est une sédimentation caractérisée par une sédimentation due d'une part à de la décantation dans une eau calme et à des petites périodes de concrétionnement. Voilà les dépôts décantés, ici en lame mince, en orange, et les parties plus claires correspondent à ces développements de petites concrétions. À ce moment-là, on peut dire que dans la grotte, le sol est relativement plat, et ça ressemble un tout petit peu à cette photo qui est prise aussi dans la grotte de Cuissac, aujourd'hui, un peu plus loin. Voilà à quoi ça ressemblait à peu près à ça. Alors au-dessus, on a une deuxième séquence. Une deuxième séquence où on perçoit dans un système d'apport par ruissellement, qui est bien montré en micromorphologie par le litage, les granoclassements, mais on perçoit les premières arrivées de blocs qui attestent, de cailloux calcaires, qui attestent le début de la formation du cône détritique. À ce moment-là, voilà comment on peut restituer le cône détritique. L'entrée est toujours ouverte et accessible. Et puis, ce cône d'éboulis continue à se former. Dans les dépôts, on a de très très nombreux blocs calcaires dans le remplissage. Et ce cône d'éboulis va venir combler complètement l'entrée, obturer l'entrée. À l'intérieur de la grotte, on a encore des événements qui se produisent, des dalles qui s'effondrent sur les dépôts précédents depuis le plafond, et puis le développement un peu de quelques concrétions. Donc à ce moment-là, là, vous voyez, on a dans cette phase, une date qui est à 23,3 K. Alors, à l'issue de cet épisode-là, la grotte est totalement fermée. Donc, l'idée, ça a été pour nous de restituer, de repositionner plutôt le moment de la fréquentation gravétienne dans cette séquence. On a des datations pour cette occupation gravétienne, un charbon de bois au niveau du panneau du triptyque et une datation de carbone 14 d'un ossement humain du locus 2. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la fréquentation humaine, elle s'est faite entre le plancher stalagmitique, ici daté de 77 000, et l'édification de cette concrétion à 23,3 K. Bon, c'est un intervalle de temps un peu long, c'est pas très satisfaisant. Est-ce qu'on a d'autres arguments? Est-ce qu'on a d'autres éléments? Alors, quand on a fait l'étude micromorphologique, ça a été le sujet de thèse du master de Pauline Dugas, puis on a travaillé avec Stéphane Koenig aussi là-dessus, eh bien, on a trouvé un charbon de bois. Pauline, plutôt, a trouvé un charbon de bois. C'est pas beaucoup. Lors de la fouille, aucun vestige anthropique. Nous, à l'échelle micromorphologique, aucun vestige. Donc, on a ce charbon de bois qui est dans cette unité ici, qui est dans cette unité ici, mais qui peut tout à fait, puisque là, c'est une unité où la fraction fine est déposée par ruissellement, ce charbon, il peut être en position secondaire. Ça peut être effectivement dû à l'homme, à la présence de l'homme, peut-être au passage de l'homme avec une torche, mais ça peut être aussi un charbon de bois qui a été amené depuis l'extérieur par des circulations d'eau et qui proviennent d'un incendie extérieur qui n'a rien à voir avec la fréquentation humaine. Si bien qu'on a décidé de proposer, pour essayer de restituer l'entrée aussi au moment du paléolithique, deux scénarios. Le premier avec sans aucun dépôt gravitaire, donc où le sol est plat,
ce qui nous donnerait une entrée avec une hauteur d'environ 5 mètres. Et puis, le second scénario, un peu plus tard, le cône détritique a commencé à se former, et là, on aurait un porche qui aurait entre 2 et 4 mètres de hauteur. Donc voilà les recherches qu'on a faites autour de Cussac, et puis on va continuer parce que on pense que le travail à partir du modèle 3D de cette entrée pourrait nous permettre de préciser les choses. Alors voilà, j'ai terminé ce tour d'horizon cette présentation. Alors bien sûr, vous avez compris, c'est pas du tout exhaustif. J'ai parlé de ce que je connais le mieux, donc des études auxquelles j'ai participé. C'est pas exhaustif géographiquement, c'est pas exhaustif d'un point de vue chronologique, c'est pas exhaustif non plus d'un point de vue des thématiques. J'ai peu abordé la question des processus naturels taphonomiques parce qu'il faudrait une présentation à part entière sur comment on comprend ces processus, comment on les reconnaît, comment on les cartographie sur des supports 2D, 3D, quelle charte graphique pour faire ça. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui reste à faire. Je voudrais simplement souligner que l'étude de ces grottes ornées, géoarchéologie et taphonomie, c'est aussi des études interdisciplinaires qui nécessitent aussi des expérimentations, des programmes d'expérimentation en dehors des grottes ornées, qui nécessitent aussi l'utilisation de méthodes d'analyse in situ non vulnérantes, en microscopie, en spectrométrie, par exemple, et qui sont méthodes qui existent, mais qui certainement mériteraient d'être développées. Et puis, il y a toute l'utilisation du 3D maintenant qu'il faut intégrer, et des systèmes d'information géographiques qui sont vraiment des outils formidables pour aller beaucoup plus loin maintenant dans la compréhension de ces sites, de ces grottes ornées. Il y a, je termine par ça, un champ de recherche énorme à faire. Et bienvenue aux jeunes chercheurs et à toutes les volontés et les enthousiasmes pour progresser, pour aller encore plus loin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Catherine. C'est un vrai plaisir de t'écouter, de voir cette approche très, très dynamique avec plein de différents axes et en fait dans des grottes qui sont déjà magnifiques d'un point de vue archéologique comme Cussac, Chauvet et autres grottes. Bon, maintenant on va passer aux questions. Now if you have any question, please write them in the chat and we will read them for Catherine. Si tienen algún tipo de cuestión, por favor escríbanla en el chat y lo comentaremos con Catherine. Anímense, please. You can write in the chat. Go on. Bueno, Catherine, bon, le temps que les personnes nous proposent des questions, j'ai ma propre question à te poser concernant surtout les feux, parce que bon, vous savez faire un travail assez grand à la prod Chauvet, mais je me demande si c'est une question un peu, on dirait, exceptionnelle, ou si il y a un vide, il y a un travail à faire dans des autres grottes pour identifier des processus thermiques similaires, bon, même s'ils ne sont pas si grands qu'à Chauvet, dans des autres grottes du paléolithique supérieur. Quel est votre avis? Alors, pour l'instant, la grotte Chauvet, c'est la seule grotte où on a identifié et étudié des feux comme ça. C'est vrai que c'est un peu inhabituel, mais Chauvet est très inhabituel aussi, à plein d'aspects. Donc, ça fait partie du caractère exceptionnel de la grotte. Alors, je pense que peut-être c'est intéressant de revoir les cavités à la lumière de ces travaux-là.
il est possible que dans certaines cavités, il y ait des traces thermiques, mais qu'on ne les ait pas vues parce que on n'était pas familiarisé forcément avec cette question-là, parce qu'on ne s'est pas posé des questions. Donc peut-être il faudrait chercher ce genre de choses. Ensuite, j'avais une idée, mais elle est partie. Et puis, quand même, oui, mais c'est ça, voilà. Moi, par exemple, j'ai vu des photos de la grotte quand on a fait ce programme de recherche, d'expérimentation qui était financé par la région Aquitaine. On a aussi travaillé sur le site d'Anlaine. Et sur les photos de la grotte d'Anlaine, qui est publiée, moi j'ai vu, je me suis dit, oups, il y a des colorations, ça me semble être de l'impact thermique de la rubéfaction. C'était rougeâtre. Bon. Donc j'ai pris contact avec M. Béguin et on est allé voir la grotte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des altérations thermiques, c'est une rubéfaction d'origine géologique. Donc il y a aussi cette question de, attention, tout ce qui va être rougeâtre, rosâtre dans les grottes n'est pas forcément d'origine thermique. Donc ça, c'est aussi un travail à faire pour séparer ces deux origines géologiques. On peut avoir des calcaires rougeâtres, des calcaires rosâtres tout à fait naturellement, et les impacts thermiques. Et puis quand même, on a lors de la visite avec Iñaki et puis Marianne cet été dans Néra, on a quand même vu des rubéfactions. Alors c'est pas paléolithique, c'est plus tardif, mais c'est quand même dans la grotte et c'est quand même intéressant de les étudier. Vous voyez que maintenant, on a quand même des outils, on a ces simulations qui peuvent permettre de mieux comprendre ces feux. Ça s'accompagne dans la grotte de Néra de piégeage de suie dans les spéléothèmes. Donc là, il y a vraiment des travaux à faire au paléolithique ou plus tard, ou pour des périodes plus récentes. Hein. Je pense que c'est tout à fait applicable pour des périodes plus récentes. Je crois qu'il faut être attentif dans les grottes ornées. On trouvera peut-être d'autres grottes que Chauvet. D'accord. Enfin, on a une question qui nous pose Véronica. Elle nous demande si on connaît une grotte ou à cause des travaux de préservation, de restauration des peintures, il y a peut-être ce sort de témoins d'altérations thermiques qui sont perdus, qui sont vus altérés à cause des restaurations. Je ne sais pas si vous Alors, connaissez. je n'ai pas d'exemple en tête de ça. Est-ce que l'intervention sur la paroi moderne, hein, enfin une intervention moderne, pourrait faire disparaître les traces? C'est ça la question? Ouais. Oui. Ouais. Alors, il faut dire que pour les suies sont peut-être un peu fragiles. Voilà. Ça, il faudrait faire attention. Le dépôt de suie, s'il n'est pas protégé par de la calcite, et si on enlève cette calcite, on risque d'enlever la suie. La rubéfaction, c'est un changement assez profond de la roche qui n'est pas réversible. C'est-à-dire qu'une fois que les minéraux sont transformés, ils vont rester à cet état-là. Donc la rubéfaction, elle est en général sur 1, 2, plusieurs millimètres. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être, disons, altéré, érodé par une intervention de conservation. L'écaillage, ben, c'est fragile, hein, quand même, ces parois écaillées sont fragiles, il faut y faire attention. Voilà. On a une question qui nous pose Guyane depuis Sud-Afrique. Bonjour Guyane. Très intéressant. Il nous demande si c'est les simulations développées par Fabien à Chauvet, si on pourrait les employer aussi dans des abris en plein air. Alors, bonjour Guillaume. Et alors, est-ce qu'on peut... C'est Fabien qui pourrait répondre beaucoup mieux que moi, parce que c'est le spécialiste de ça. Hein, il s'est vraiment mis dans le travail sur les codes de simulation. Alors lui, il a travaillé sur des milieux confinés, hein, c'est-à-dire des milieux fermés, des milieux type grotte profonde, endokarstique. Donc, je pense que oui, très certainement, ça pourrait se faire. En tout cas, c'est une idée intéressante, mais qui nécessiterait peut-être une adaptation du code, c'est-à-dire un travail sur le code lui-même. Mais pourquoi pas, bien sûr, pour simulation, pour les abris sous roche, pour voir un peu, effectivement, notamment les fumées, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que ça, c'est une piste de recherche intéressante.
Merci, il y a d'autres questions. Et, concernant les combustibles utilisés pour reproduire les grands feux de chevet, vous avez pensé à reproduire avec autres combustibles avec la voie du pain, comme la résine, et qui produit à très haute flamme, et d'autres combustibles dans les feux de chevet ont été détectés? D'accord. Alors, pour les expérimentations, on a travaillé avec du pain sylvestre, puisqu'en fait, l'étude anthracologique, c'était Stéphanie Thibault et Isabelle Théry qui avaient fait ça, ont montré, cette étude anthracologique a montré que c'était du pain sylvestre. Voilà, on a une seule espèce. Enfin, c'est un pain noir, pain sylvestre, mais enfin, voilà, c'est du pain. Donc, nous, on a pris du pain sylvestre pour se rapprocher au mieux, évidemment, de ce qui a été fait dans le site archéologique. Est-ce qu'on a utilisé d'autres combustibles? Non. Ce serait intéressant de le faire, hein, de voir si on, parce que voilà, on prend du pain sylvestre, on a essayé de normer un peu notre expérimentation. Donc, on a alimenté les feux avec des masses de combustible connues, et non seulement des masses de combustible, mais avec des fagots de bois dont on connaissait le poids, avec une longueur donnée de branches et des calibres de branches donnés. Donc, dans chaque fagot, on a un nombre donné de branches de calibre donné. Donc, tout ça est normé. Donc, effectivement, on pourrait tout à fait envisager de dire, ben, prenons du chêne, par exemple, pour le paléolithique supérieur Gloops, mais bon, pour nos régions en tout cas, mais on pourrait essayer. Ça demanderait de poursuivre les expérimentations. Ça, on ne l'a pas fait. Voilà. Mais c'est une question intéressante. Ou de genévrier, on sait que le genévrier est très utilisé. On pourrait voir qu'est-ce qui se passe avec le même type de conditionnement du combustible, avec un autre type de combustible comme le genévrier. Ça, on pourrait essayer de faire ça dans des expérimentations. Et surtout je pense dans la résine, parce que produit une flamme très très haute. Alors, pour produire une flamme haute, tu as raison, Marianne, il faut des combustibles qui contiennent de la résine. Et nous, on a fait des expérimentations avec du pain sylvestre qui contenait encore de la résine un petit peu. C'est bien, le pain, c'est intéressant. Il y a ça pour obtenir des flammes hautes, mais il y a aussi la disposition du combustible. C'est-à-dire que nous, nos expérimentations, nous l'avons faite pour obtenir justement une hauteur de flamme, on disposait le combustible en tipi. Si vous mettez le combustible à plat, ou si vous le mettez en tipi, vous n'obtenez pas la même hauteur de flamme. Donc, la hauteur de flamme, elle va être moins importante si vous avez votre combustible à plat que si vous avez vos branches qui sont comme ça, nous on appelait ça en tipi. Voilà, ça, c'est important. Et pour répondre à la question, autre combustible dans Chauvet, non, pas d'autres combustibles dans Chauvet. Par exemple, on n'a pas détecté que l'os était utilisé comme combustible. Il doit y avoir un ou deux exemples d'os brûlés, mais il y a des os partout sur la surface des sols, des os d'ours, et on considère plutôt que c'est accidentel plutôt qu'une réelle utilisation comme combustible. D'accord, merci. Bon, il y a une autre question qui nous pose notre collègue Eric à Paris. Oui. Catherine, elle te demande si vous avez évoqué le phénomène de diagenèse à Chauvet lié au chauve-souris. Il nous demande si vous avez identifié des phénomènes de biocorrosion importants à Chauvet et Cussac et si c'est possible de mesurer leur impact sur les parois. Voilà. Alors, à Chauvet, oui, sujet très à la mode. Bonjour Eric. Donc, la biocorrosion, oui, à Chauvet, elle est assez importante. On l'a étudiée sur les parois et les sols, d'ailleurs, mais dans la seconde partie de la cavité, après ce petit passage que j'ai évoqué, le seuil. C'est là que vraiment on a la biocorrosion, parce que c'était certainement là que les conditions climatiques étaient propices à la présence et à la présence de grandes colonies de chauves-souris. Donc, oui, on a étudié ça. On a étudié d'un point de vue minéralogique. Il y a une biocorrosion aussi sur les concrétions, des concrétions qui sont bien biocorrodées. Quelques années, on s'est trompé. D'ailleurs,
on avait interprété ça comme des érosions liées à des circulations d'eau, et puis maintenant, je pense qu'il faut revenir sur cette interprétation, c'est beaucoup plus de la biocorrosion. Cussac, non. Cussac, j'ai rien vu de ce genre-là. Il n'y a pas pour l'instant identifié de biocorrosion à Cussac, ce qui fait que cette altération dont j'ai parlé, qui a favorisé la gravure, n'est pas liée à ce phénomène-là. Alors, dans toutes les grottes, moi, que je connais, sur lesquelles j'ai pu faire des observations, la biocorrosion est antérieure aux représentations paléolithiques. C'est le cas à Chauvet, où on a des traits qui passent sur les surfaces biocorrodées. On l'a regardé aussi à Nera, quand on est allés ensemble. Bien sûr, on peut toujours poser l'hypothèse qu'une biocorrosion aurait pu se dérouler après les représentations paléolithiques et les altérer, mais ça, il faut le prouver. Au-delà de le dire, prouvons-le, donnons des preuves. Et là, on en parle. Alors, pour ce qui est de l'impact sur les parois, nos collègues karstologues ont des valeurs mesurées, mais dans des systèmes tropicaux, où là, l'altération est beaucoup plus importante. Et il y a quand même encore du travail à faire dans ce domaine-là. C'est un domaine passionnant, et il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur comment ce phénomène se produit, à quelle vitesse, est-ce qu'on peut donner un taux de corrosion. Tout ça, c'est très intéressant. Mais ça reste encore un champ de recherche. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Catherine. So please, if you have any question, now is the moment. ¿Alguna pregunta más, por favor? D'autres questions, c'est le moment de le faire. Oui, on les a. C'est Andreas Pastor qui te demande, Catherine, si tu connais des exemples de gravures dans des substrats mous qui endurcissent avec le temps. Des substrats mous qui endurcissent. Alors, bonjour Andreas. Écoute, de mon expérience à moi, qui est ce qu'elle est, je n'ai qu'un exemple qui n'est pas tout à fait de la gravure. D'ailleurs, c'est le cas des signes en gerbe de la grotte Chauvet. Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs. Je ne devrais pas dire comme ça parce qu'en fait, on ne sait pas. Ça a été fait alors que la paroi était relativement pas très dure, puisqu'on voit la trace des doigts. Maintenant, est-ce que c'est devenu dur? Je ne peux pas te le dire parce qu'on n'a pas le droit de le toucher. On n'a pas le droit de ça. On ne peut pas le toucher, donc on ne sait pas si c'est devenu dur. Par contre, nous, on a eu une observation extrêmement intéressante quand on a fait les feux dans la carrière. C'est qu'on a constaté que immédiatement après les feux, la paroi devient beaucoup plus plastique. Alors ça, c'est en liaison très certainement avec des équilibres calco-carboniques liés à l'eau qui arrive du massif et au contact du CO2 dégagé par les feux, et qu'ensuite, ça redurcit. Là, on le sait parce qu'on a pu toucher. On n'a pas approfondi cette question, ça le mériterait, mais voilà un exemple. Ailleurs dans les grottes, je n'ai pas d'exemple, mais il faut envisager ces hypothèses-là, pourquoi pas. Après, ce n'est pas facile à démontrer. Voilà. Mais pourquoi pas? Ça peut. Mais voilà la seule expérience que je peux rapporter. Merci beaucoup. Merci de la part d'Andreas, bien sûr. Bon, if there is not any other question, we will stop here our first webinar. So, si no hay ninguna otra cuestión, pues sí, Laurent nous demande, Catherine, s'il existe des études sur l'impact des possibles inondations dans des parties ornées des grottes. Bonjour Laurent, des impacts des inondations dans les grottes ornées. Je suis en train de réfléchir. Ça ne me vient pas à l'esprit. Peut-être que ça existe, je connais peut-être pas tout. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pourraient répondre à cette question. Comme ça me vient pas à l'esprit. Bon, on a la grotte Cosquer, évidemment, où on a la remontée du niveau marin, tout ça. On est très inquiet par rapport au changement climatique. Donc là, et puis on a eu quand même l'ennoiement de ces dessins par la mer.
Des inondations, attendez, je réfléchis. Dans la grotte Chauvet, oui, il y a eu parfois des nappes d'eau qui sont venues, il y a eu du ruissellement, mais ça n'a pas affecté les œuvres. Les œuvres étaient au-dessus, donc elles n'ont pas été touchées. Voilà, non, j'ai pas d'exemple, mais là encore, c'est pas impossible qu'un jour on tombe sur ce cas. Hein. De Jacques Osquer, c'est un exemple d'inondation. Ouais, ouais. Bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, maintenant oui, c'est 1 heure, donc on a déjà dépassé un peu le temps. Et, donc, thank you very much to everybody for this first. Il y a Andreas qui nous dit qui vont des traces sur les parois du tuc. Hein, des traces, je suppose, des traces d'annotation. D'accord, très bien. Ah, intéressant. Parfait. So, merci pour l'information. We must stop here. I'm sorry. So see you just in 1 month with our next lecture or next session of this webinar. Thank you very much to everybody. Muchas gracias a todos los asistentes, obviamente a Catherine. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.